Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Boris Sauvage. Bonjour Boris. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'avoir à côté de nous. En plus là, c'est pendant un événement qu'on a fait avec Sedge. On est dans des bons locaux qui sont à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ton passé. Comment tu es arrivé expert comptable et maintenant VP du Conseil national, un peu le présent et ton futur. Ok. Mais juste avant, j'ai utilisé ChatGPT, que c'est beaucoup à la mode actuellement. Et je lui ai demandé, voilà, Boris Sauvage, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que tu peux faire une petite synthèse ? Alors tu vas me dire si c'est ok ce qui est... Vas-y. Boris Sauvage, expert comptable et commissaire aux comptes, actuellement vice-président du Conseil national en charge des études numériques. Éducation, donc diplômé de l'université de Reims-Champagne-Ardenne avec une maîtrise de sciences de gestion. Carrière, Boris a commencé dans le développement informatique avant de se tourner vers l'expertise comptable. Il a fondé le cabinet Xtremum en 2011. Il a également été président national de l'Annexe et du CGUC. Au niveau politique, actif dans la gouvernance de la profession comptable, il a été élu à plusieurs reprises au sein des instances du Conseil national et a animé plusieurs commissions importantes, donc l'agriculture, je crois. Exact, ouais, tout à fait, c'est ça. Un autre à ajouter ? Écoute, j'ai rien à rajouter, je vais te laisser faire le podcast avec ChatGPT et puis comme ça, voilà, il pourra tout te dire sur moi. Ouais, c'est impressionnant, tout est bon. Bah du coup, on va aller sur ton passé. Bah, comme tu le sais, c'est pas un métier qui est très sexy, expert comptable. Souvent les enfants disent pas je vais faire expert comptable en premier. Toi, qu'est-ce qui t'a dit ça y est, il faut que je sois expert comptable ? Alors, j'ai choisi tard en fait, hein, tu l'as dit par rapport à mon passé, j'ai travaillé dans l'informatique avant, mais j'ai eu un déclencheur assez tôt en fait. Mes parents sont commerçants et ils avaient, pour moi c'était l'expert comptable, mais en fait, une fois que j'aurais découvert le métier plus tard, je comprendrais qu'elle était chef de mission et pas expert comptable. Elisabeth qui les conseillait en fait sur leur entreprise, ils sont buralistes, donc un commerce de proximité qui les conseillait à chaque étape importante. Et en fait, cette relation entre elles, ça m'a toujours impressionné en fait, cette notion de confiance. Et puis quand tes parents sont commerçants, le soir, quand ils discutent entre eux, quand ils discutent à table, ils te parlent, tu vois la confiance qu'ils mettent en fait dans cet expert comptable. Et je me suis dit que ce métier, finalement, cette relation, elle était vraiment sympa et que s'occuper de la gestion des entreprises, je savais pas ce que c'était en fait l'expertise comptable en effet. C'était plutôt en gestion d'entreprise. Cette partie gestion d'entreprise en fait, elle me plaisait. Mais entre-temps, il y a l'informatique qui est sortie. Donc entre-temps, c'était 93-94, c'était Windows 3.1, donc c'était vraiment des choses assez nouvelles. Ça me passionnait en fait. Donc là, après le bac, j'ai hésité. J'étais candidat dans des DUT GEA et puis candidat en DUT informatique et au dernier moment j'ai choisi la filière informatique et je suis parti dans l'informatique. Donc voilà, et c'est après en fait, une fois que j'aurai travaillé en informatique, que je vais reprendre la partie comptable. Une fois que j'ai fait mon DUT informatique, j'ai fait un stage. Alors c'est assez drôle, hein. J'ai fait un stage dans une filiale du groupe Danone. C'était sur Reims, c'était les verreries mécaniques champenoises, donc ils faisaient des pots en verre en fait. Ce stage c'était sur l'intégration de factures électroniques en compta. Voilà. Donc en fait, déjà, dans les grands groupes, dans la filiale de Danone, ils avaient mis en place des protocoles d'échange EDI sur les factures. Alors c'était sur des systèmes AS400 à l'époque, mais voilà, j'avais participé avec l'équipe à faire du développement sur de l'intégration de factures électroniques en EDI au sein du groupe Danone. Ce stage, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment passionné, c'est vraiment très bien, mais j'avais toujours envie de tester la gestion. Donc du coup, j'ai bifurqué. Alors, bon, en fait, je voulais faire de la compta. Donc j'étais candidat pour être en MSTCF. Mais en MSTCF, j'ai pas été pris. Voilà. Donc a priori, voilà, j'ai pas réussi à rentrer en MSTCF. Du coup, j'avais fait MSTCF et puis MSG, qui était plutôt orienté contrôle de gestion, et je suis rentré en MSG. Après la MSG, j'ai fait un stage dans une AGC en compta. Ça s'est plutôt bien passé et derrière, on m'a proposé d'intégrer l'AGC. Comme j'avais cette notion finalement gestion et informatique, d'intégrer l'AGC pour mettre en place le nouveau logiciel compta, c'était
99, donc la veille de l'an 2000, et c'était passé d'un système AS400 à un système sur Windows. Donc il y avait pas mal de... C'était une grosse structure, donc il y avait un service informatique qui avait l'habitude finalement d'avoir des logiciels sur mesure. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse à la fois la partie compta et la partie informatique pour faire l'interface entre les deux. Donc je suis rentré comme ça, voilà. Et une fois que je suis rentré, j'ai compris que le contrôle de gestion et la compta, ça n'avait rien à voir. Et quand on m'a dit, fais-nous le cahier des charges pour la partie déclaration de TVA, j'étais un peu tout seul dans mon bureau et je me suis dit, mais où est-ce que je suis parti, voilà. Donc du coup, je me suis allé, je vais bosser et je reprends. On en parlait à la sortie des MSJ, on en parlait d'aller faire le DECF, à l'époque c'était le DECF. Mais il y avait un gap un peu important par rapport au MSSF où c'était plus accessible. Et j'ai pris des bouquins de DECF pour comprendre comment fonctionnait la comptabilité. À côté du travail en dehors, ouais, le soir. J'ai bossé ça. J'ai essayé de prendre un peu des cours du soir, mais ça m'a vite... c'était pas fait pour moi. Donc j'ai pris des bouquins et j'ai bossé mes bouquins en fait comme ça pour reprendre toutes les UV qui me manquaient. Donc droit fiscal, toute la partie de droit des sociétés, droit social, la partie compta approfondie. En fait, j'avais une équivalence sur le contrôle de gestion et sur le rapport de stage, et le reste, je l'ai rebossé comme ça. Et vu que je bossais cette partie-là, je me suis dit, écoute, t'as bossé, va passer le DECF en temps libre. Une fois que j'ai eu le DECF, je me suis dit, c'est con, va passer le DECF. Donc j'ai repris pareil les bouquins, et puis je suis allé passer le DECF. C'était plus dur de passer le DECF que le DECF. Le gap était beaucoup plus important à récupérer. Et puis DESF, tu dis allez, on fait le stage et puis on va au bout, on va tenter de décrocher le deck en fait. Donc et tout en continuant de l'informatique au sein de la société où j'étais, enfin la GC où j'étais. C'était pas trop dur justement d'avoir ce côté informatique, façon de voir, même si ça reste des chiffres. Est-ce que c'est simple ce transfert ou au contraire, je vais avoir des lacunes parce que je vais peut-être pas faire ce côté comptable audit et qui t'a repoussé à faire des études en fait? Alors c'était compliqué parce que il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça, donc en fait tu t'apprenais dans les livres quoi. Donc en effet c'était dur. Après j'avais aussi des personnes où je travaillais qui m'accompagnaient, qui pouvaient me répondre sur mes questions, donc j'étais pas non plus tout seul. Et c'était plutôt ma façon d'apprendre en fait. Et j'avais envie de travailler, j'avais pas envie de reprendre des études. Mais à côté un petit peu autodidacte. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui me plaisait en fait. Mais je l'avais déjà fait sur l'informatique avant d'entrer en DUT informatique. J'avais appris à coder en Pascal en fait, parce qu'à l'époque c'était du Pascal. Donc voilà, j'ai fait tous les langages qui n'existent plus presque. Mais voilà, donc et il y a vraiment, ouais, c'est ce qui me plaisait en fait, ce côté autodidacte, ce côté apprendre par l'expérience en fait. Faire et ça fonctionne pas et tu refais et tu t'adaptes, voilà, c'est vraiment ça qui me plaisait et du coup je faisais ça. Donc oui, c'était dur parce qu'il me manquait finalement pas mal de connaissances, hein. J'étais super fort, je savais calculer un prix de revient, mais derrière la partie vraiment de compta, de déclaration fiscale, c'était très compliqué et du coup le fait de maîtriser l'informatique m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis servi de ça pour aller comprendre comment ça fonctionnait. J'ai étudié les cahiers des charges EDI, des déclarations fiscales, pour comprendre en fait ce qu'il fallait mettre dedans. Et en fait, le fait de comprendre la partie technique informatique m'a beaucoup aidé pour comprendre comment ça fonctionne, pour remplir un formulaire, pour faire une compta, pour calculer un plan d'amortissement, enfin voilà. Et je me suis servi finalement de cette partie informatique pour apprendre la partie compta. Je me pose une question, donc là c'est quand même, tu as une envie très forte qui t'a motivé. Et c'était quoi cette motivation? Parce que tu dis, tiens, je veux comprendre mon travail en informatique, il faut que j'apprenne ça. Est-ce que tu avais déjà à l'époque dans la tête, je vais être expert comptable? Non, je l'avais pas du tout. Il n'y avait pas du tout de planification d'être expert comptable. J'ai connu le métier, je te disais, par rapport à mes parents commerçants, et ce côté relation me plaisait, mais sans savoir ce qu'il y avait derrière comme métier. Donc non, il n'y avait pas de stratégie pour être expert comptable. Mais à un moment donné, tu te dis, finalement... je l'ai appris, j'ai bossé dans les bouquins, j'ai peut-être essayé de valoriser ce que j'ai fait en allant passer le diplôme. Donc voilà, mais il n'y avait pas de stratégie de vouloir aller sur le côté expert comptable. Bon, en tout cas, tu arrives dans l'entreprise, tu montes tous les échelons étant collaborateur en informatique principalement, et puis tu arrives au DEC. Au DEC,
Je pense que le mémoire, ça devait être sur l'informatique. Le mémoire, c'était comment implémenter une GED open source en cabinet comptable et on était un peu précurseur par rapport à ça, ouais. Et j'étais allé au bout en mettant en place une GED open source qui s'appelait Alfresco à l'époque et toute la partie technique derrière, ouais. Ça a été compliqué de faire le deck en même temps que tu étais investi au cabinet? Ouais, ça a été, c'était lourd en termes de temps, mais j'ai pas trouvé ça compliqué en fait. Je pense que c'est parce que ça me plaisait. Et le fait que ça me plaise, j'y trouvais de l'énergie en fait. Voilà, je m'éclatais à faire ce que je faisais, et du coup il y avait un effort, mais il n'y avait pas de sens de l'effort pour moi. C'était bien. En plus ça fonctionnait, c'était chouette quoi. Donc j'ai passé des journées des fois sur faire. Je me rappelle avoir passé des journées et puis peut-être même aussi un peu des longues soirées sur du paramétrage de. On travaille dans l'agricole. Donc, dans l'agricole, tu utilises ce qu'on appelle le mécanisme des amortissements régulièrement différés en période bénéficiaire. Donc, déjà, il faut comprendre le truc au niveau de la fiscalité, puis après, il faut le coder. Et vu que j'avais compris le truc, je travaillais sur le logiciel pour refaire finalement le rythme de calcul du plan d'amortissement. Et en fait, j'étais pressé d'arriver au bout, j'étais pressé de voir que ça marche. Donc, j'y ai passé de longues journées, de longues nuits aussi, mais sans avoir eu l'impression de faire des efforts en fait. Donc et ça a toujours été comme ça. Donc des fois on me dit ouais, mais c'est dur en candidat libre. J'ai pas eu l'impression en fait. J'ai pas de faculté particulière. C'est pas quand je lis un bouquin, je le retiens pas à la première lecture. Hein. Je suis comme tout le monde, mais c'était ce côté de fait de dire bah ça me plaît, je fais ce qui me plaît et du coup j'y vais. Mais t'es quand même bosseur, je pense. Oui, alors c'est du travail. Oui, c'est du travail en termes de volume d'heures. Oui, c'est du travail et c'est quelque chose qui me plaît. Donc je l'étais, je le suis toujours. Ouais. Bon, on arrive déjà sur cette partie-là. Moi, ce que j'aimerais savoir tout de suite, c'est à quel moment ils t'ont proposé ou tu as décidé d'être sinon expert comptable dans ton cabinet et tu t'es dit bon, comment je passe de ce, allez, je vais peut-être caricaturer ce côté informaticien à maintenant chef d'entreprise, expert comptable. En fait, j'étais arrivé, je pense, au bout de ce que je pouvais faire où j'étais, dans la façon dont je pouvais le faire. J'avais pris des responsabilités et je passais mon temps dans des réunions, en fait. Et j'en voulais plus. J'en voulais plus et je voulais aller sur le terrain. J'étais diplômé d'expertise comptable et je voulais aller sur le terrain. Et en plus, donc j'avais passé du temps à l'annexe. J'avais présidé l'annexe. Je savais ce que je voulais faire, j'avais ma vision, j'étais dans un groupe de 600 personnes. Et dans un groupe de 600 personnes, tu n'imposes pas ta vision. Tu peux la défendre, mais c'est compliqué. Et moi, je voulais partir de la feuille blanche. J'avais envie de créer mon cabinet en partant d'une feuille blanche et de faire comme je le souhaitais, avec la vision que j'avais, et d'expérimenter ça sur le terrain avec les clients. Et donc, j'ai décidé de partir et de créer mon cabinet ex nihilo. Mais dans le groupe où j'étais dans le comité de direction, j'étais sur la partie responsable informatique, responsable méthode, mais j'avais aucun client. Bah si, j'avais 2 clients, juste pour pouvoir expérimenter en fait. Et j'avais un client qui était d'ailleurs à 600 km. Mais parce qu'on s'était croisés sur du développement informatique et qui voulait que je le suive. Et du coup, ça me permettait d'avoir mon petit laboratoire comptable. Et donc, j'ai dit, j'arrête et je suis parti. Et sans client et sans connaissance, je n'étais pas connu en fait. Localement dans la ville, dans le système économique, personne ne me connaissait puisque j'étais sur des fonctions support. Enfin, il n'y avait aucune raison. Donc voilà. Ça t'a pas fait peur, ça ? Si, ça m'a fait peur parce que en plus je suis parti, si tu veux, en démission. J'ai pas fait de rupture conventionnelle, D'accord. J'ai pas eu de licenciement. Donc à un moment donné, tu dis t'as ta rémunération qui est confortable, tu viens de faire construire ta maison et puis tu dis ok, maintenant j'ai plus de rémunération, je vais aller à la banque, je prends un crédit, puis il faut que ça s'équilibre dans 6 mois, quoi. Donc voilà. Après, j'avais la chance aussi d'avoir fait les deux. Je savais que je pouvais aller vendre des missions un peu diverses sur cette partie compétences à la fois informatique et comptable. Donc voilà, je travaille un peu là-dessus. J'ai fait de la formation aussi, puisque quand tu débutes, les organismes de formation cherchent des formateurs et donc je maîtrisais très bien les bureaux de tabac parce que mes parents et mon frère sont buralistes, donc
et j'ai travaillé avec lui en fait. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'allais les samedis matins faire l'ouverture à 6h30, ranger la presse. Et du coup, si tu veux, c'est quand même plus facile après d'expliquer aux comptables, bah non, mais voilà comment ça se passe dans la vraie vie chez eux, et voilà du coup comment tu fais en comptable. Donc j'avais développé cette compétence-là, et voilà. Donc j'ai mis 1 an à assumer ma décision de partir et de créer mon cabinet en fait. Parce que ça fout la trouille. Le socle familial, c'était important, ce moment-là décisif. Ah oui. Oui, c'était important parce que quand tu dis j'arrête, il n'y a plus la rémunération, on vient me faire construire la maison et puis on part autrement. Mais il n'y a jamais eu aucun doute, quoi. Mais tu avais des enfants à cette époque Oui, on avait 2 filles. Alors on avait 2 filles, mais on était un jeune couple reconstitué. Donc voilà, c'était aussi une aventure qu'on voulait vivre ensemble. Et alors ça s'est fait aussi un peu de façon un peu compliquée. Quand je suis parti, mon départ n'a pas été compris. Donc ça s'est fait de façon un peu compliquée. Sauf que ma compagne, elle travaille avec moi en fait. D'accord. Donc voilà, c'est elle qui a payé cette partie-là. Donc voilà. Mais ça fout la trouille, mais j'ai jamais regretté en fait. Et ça m'a vraiment... j'ai toujours adoré faire ça en fait. Et je le referai. Ça t'a permis un petit peu... je vais sauter une question, c'est de te dire... ces événements, ces parcours, c'est ça qui t'a donné la force ou qui te fait prendre du recul maintenant ? Ouais, je pense que oui. Oui, c'est ça qui à un moment donné, c'est ce que tu vis en fait qui te construit. Je me rappellerai, je pense toujours, de mon entrée en MSG. C'était un concours, donc tu avais un écrit 2 €. Et du coup, je m'inscris à l'écrit, inscription à Bac+2, rien du tout. MSCF, ils voulaient un peu de comptable, c'est pour ça qu'ils voulaient pas de moi, mais MSG, rien du tout, il suffisait d'avoir un peu de +2. Bac+2, DUT informatique, je m'inscris, je passe le concours écrit. Alors là, j'ai passé un sale moment parce que c'est quoi une banque centrale ? Bah non, moi je connais les piles TCP/IP, je connais les principes d'algorithme, je peux écrire un peu de C, mais la banque centrale, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Donc du coup, l'écrit, je me suis dit, c'est quand même mal parti, on s'est mal barré. Et puis je reçois une convocation pour me dire, tiens, viens passer les euros. Bon, j'ai dit quand même 2 fois le truc parce que, je me suis dit, ok. Je trouvais que les questions étaient difficiles, mais j'ai dû répondre au pif et ça a bien collé, ok. Et là, un oral d'anglais, économique. Donc là, c'est pareil, j'ai passé vraiment un sale quart d'heure. Et donc la prof qui était là, qui faisait le jury, me dit, mais je lui dis, mais en fait, moi, je viens de DUT informatique, donc si vous voulez qu'on parle de principes algorithmiques en anglais, je veux bien, mais là, au côté économique, je j'ai pas le vocabulaire, je peux pas, en fait, c'est pas mon truc. Voilà, et après, donc, on avait entretien de motivation avec le responsable de la section. Et donc, il y a quand même des rencontres qui te forgent un peu dans la vie. Et là, lui me dit, comment ça s'est passé l'anglais ? Je pense qu'il avait eu le retour de la prof en disant, écoute, c'est quand même, en anglais, il a pu nous dire peut-être bonjour, au revoir, le reste, rien du tout. Voilà. Donc je lui ai dit, j'étais franc, c'était quand même assez catastrophique. Moi, je viens de DUT informatique et l'anglais économique, j'ai aucun vocabulaire. Donc, ok, je peux vous construire une phrase, mais à part paraphraser le texte, voilà, c'est. Oui, a priori, c'est quand même pas. Ça a été très compliqué. C'était assez compliqué. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire en fait ? Il dit, moi, je voulais vous voir la motivation, entretien de motivation, parce que je comprends pas ce que vous faites. Je dis, moi, j'ai toujours aimé les deux, donc j'avais vous laissiez sur un Bac+2, j'ai vraiment envie de faire de la gestion d'entreprise et je veux vraiment découvrir cette partie-là. Et donc il m'a avoué qu'en fait ils avaient mélangé 2 copies et qu'ils ne savaient pas. Il me dit, il y en a un qui était totalement nul. Il dit, maintenant je pense savoir qui c'est. À l'écrit, il y a un qui ne savait pas, donc on s'est dit, ça se jouera à l'oral entre vous deux en fait. Donc on vous a convoqué avec les autres en fait, tous les deux, puis on va se... Et là il me dit, finalement j'ai jamais eu d'informaticien dans ma formation. Et moi, j'aime bien les trucs un peu expérimental. Vous êtes mon rat de laboratoire, et puis je vous prends, et puis on va voir ce que ça donne, quoi, en fait. Et c'est, en fait, il m'a donné ma chance, et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de rebondir et de repartir sur la compta. Donc, ça a tenu à ce moment-là avec lui. Ça n'aurait pas été lui, ce serait peut-être pas passé. Enfin voilà, mais et j'en ai reparlé avec lui à la fin, puisque j'ai pas mal morflé pendant le début de formation pour rattraper un peu le retard, hein, parce que quand je suis arrivé, c'était un peu compliqué, et lui était. Il trouvait que c'était sympa, il s'était bien amusé, il a dit que voilà, donc ça lui avait bien plu aussi, donc voilà, c'était une belle expérience. Est-ce qu'il y a aussi des mentors qui ont fait que maintenant,
je vois comme ça, je pense comme ça, ou je me dis des fois, faut que j'aille un peu dans ce sens-là. Non, je suis pas quelqu'un qui fonctionne forcément avec un mentor en Ou fait. des inspirations. Par contre, il y a des personnes qui ont été assez clés en fait, ouais, par rapport à. Je te disais tout à l'heure, le métier en fait. Ce qui m'a plu, c'était de voir mes parents avec leur comptable Elisabeth. Et en fait, c'est elle qui m'a appris à travailler. Donc, du coup, quand je fais mon stage, sorti des MJ, je lui dis j'aimerais bien faire mon stage avec vous. Je voudrais bien venir. Donc, elle venait de changer de cabinet parce que ça allait pas dans où elle était. Elle me dit je vais essayer de voir si je peux te. Voilà. Le stage s'est bien passé. Il me propose de m'embaucher sur la partie notamment mix informatique. Mais je demande à pouvoir travailler un peu sur la compta aussi. Et j'aimerais travailler avec elle. Et c'est elle qui m'a formé sur la partie compta. Et ouais, ça forge en fait. Et quand je vois franchement tout ce qu'elle faisait avec mes parents et quand je vois des fois ce que je fais avec certains clients, je me dis que j'ai bien été formé, mais qu'en plus elle est en avance, quoi. Donc, et j'ai toujours trouvé que c'était assez, ouais, peut-être un peu magique, je sais pas. Enfin, tu as quelqu'un qui dit putain ce métier-là il doit être bien, et en plus c'est cette personne-là qui va te former. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Maintenant, on est devenu expert comptable et là on se dit bon, le cabinet il tourne. Je vais partir en politique, même si au départ il y avait une présidence nationale, donc il y avait quand même une appétence de partager. Comment on fait pour arriver jusqu'à vice-président du Conseil national ? Alors je crois que j'ai toujours aimé partager mon temps au niveau des groupes. Donc j'étais président de l'ANEX, après je me suis investi au CGEC, j'étais président du CGEC aussi. Ce côté partage en fait, il me plaît, ce côté implication, travail pour les autres. C'est ce que je faisais en fait quand j'étais responsable métier dans le cabinet où j'étais. Finalement c'est aussi ce que je faisais. Donc vraiment c'est ce côté qui me plaît. Et du coup, quand tu es président du CGEC, on te demande si tu veux pas aussi venir sur une liste au Conseil supérieur à l'époque, et maintenant au Conseil national, et tu mets le doigt dans l'engrenage, et en fait, il y a besoin de beaucoup de personnes pour faire fonctionner les instances, et du coup, tu te prends au jeu et tu es dedans. Donc ça, c'était la partie pour mandat, c'est là où j'ai après pris la commission agricole. Ouais. Et puis je me suis investi aussi au niveau du syndicat, mais j'ai souhaité à un moment donné, finalement, prendre un peu me mettre un peu en retrait par rapport à tout ça et finalement j'ai pas fait ce que je voulais faire puisque derrière j'ai pris un poste de vice-président sur la partie études numériques qui est un sujet un peu d'actualité, donc c'était pas prévu, tu vois, tu me demandais d'expertise comptable, vice-président c'est pas prévu non plus. Quand j'ai échangé avec Cécile de Saint-Michel et qu'elle m'a parlé de son projet, moi ça m'a plu, j'ai adhéré à ses valeurs, donc je l'ai soutenu. Puis après, quand elle m'a rappelé, qu'elle me dit mais j'ai besoin de monde et j'aimerais bien que tu participes à l'aventure, fasses partie de l'équipe. Je me suis dit que c'était une chance qu'il fallait saisir qu'en fait, et c'est comme ça que je me suis retrouvé vice-président du Conseil national. Est-ce qu'il y a eu dans le passé des grands défis ? Donc il y a eu l'ouverture du cabinet. Est-ce que tu en as eu d'autres aussi qui t'ont permis aussi d'avancer et de tirer expérience ? Alors des grands défis, il y a eu la partie ouverture du cabinet. C'était important parce que j'emmenais toute la famille aussi, donc il fallait quand même, tu sais, à un moment donné, quand tu changes de formation, quand tu as 18 ans, tu dis, ça marche pas. Moi, je m'étais dit, mais ça marche pas, j'ai retourné faire une licence informatique de gestion, puis voilà. Et là, c'est un peu différent, donc ouais, le défi du cabinet était important pour moi. Et puis, je savais ce que je voulais faire, je savais le cabinet que je voulais faire, et je voulais vraiment réussir cette partie-là. Autant, à certains moments, les choses que j'ai fait, c'était pour... parce que l'occasion s'est présentée, j'ai voulu le faire, j'ai eu la chance de pouvoir changer d'orientation, etc. Donc ça s'est fait. Autant là, le cabinet, je savais ce que je voulais faire. Je savais ce que j'avais écrit sur ma page blanche, je voulais. Donc oui, c'était vraiment un grand défi par rapport à ça. Donc, et quand j'y repense, je me dis que le fait d'avoir repris les cours du soir, enfin les bouquins pour repasser le ECF, ça devait être aussi un défi. Mais je ne l'ai pas vécu comme ça à ce moment-là parce que c'est un truc qui me plaisait, que je faisais par plaisir. Donc, mais le cabinet aussi, je le fais par plaisir. Donc. Ça n'a pas été trop lourd au départ ? Enfin, il y avait quand même des responsabilités de se dire, comme tu as dit tout à l'heure, je me laisse un an. Si, tu te mets une pression, tu te fais ton prévisionnel, tu l'actualises tous les jours, voilà, mais... Et puis après, tu te rends compte que finalement, ça marche, que ça fonctionne, que c'est parti, et que c'est juste, il faut un petit peu de temps de départ, et derrière, ça part, et une fois que ça a démarré, c'est parti. Et en plus... Comme c'est quelque chose dans lequel je me suis éclaté, voilà, ça a été vraiment un plaisir de le faire, quoi. On va aller sur la partie présent. Moi, je voudrais savoir
À quel moment de ta vie tu t'es dit, bon, bah ça y est, professionnellement, quand même, c'est bien, j'ai ouvert le cabinet, je suis vice-président, être fier de soi, quoi, en gros. Alors, le fait que le cabinet fonctionne, etc., ça apporte quand même un côté de fierté. On est 12 personnes. Tu dis, bon, ben voilà, finalement, si tu avais imaginé comment ça pouvait fonctionner avec les clients, comment tu pouvais gérer, donc ça a fonctionné. Donc c'est plutôt chouette qu'en fait, voilà. Donc, et puis, peut-être une anecdote, récemment, j'ai vraiment à cœur de toujours partager ce côté gestion, et je pense que d'avoir eu cette formation en contrôle de gestion, ça a ancré aussi des choses importantes chez moi dans mon approche du métier. Et j'ai un mandataire judiciaire qui m'appelle, qui me dit écoutez, on a un dossier où on pense que on peut redresser la boîte, mais c'est vraiment le bazar dans la compta, et ils ne trouvent pas de cabinet. Est-ce que vous voulez bien leur donner un coup de main, et on pense que vous pourriez les aider. Et là, quand tu te dis que la personne etc., elle commence à t'appeler pour dire bah tiens, je pense que vous pouvez l'aider à redresser sa boîte, c'est là où tu te dis je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, quoi. Donc il en est sorti, on a sorti un plan. La mandataire me dit je savais qu'il y avait quelque chose, mais il fallait trouver les personnes qui permettent de l'aider, et en fait on en a reparlé l'autre jour, et c'est chouette en fait d'avoir pu aider ces personnes-là, voilà. Donc il y a une aventure humaine aussi importante par rapport à ça. Et là, quand on te dit est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus parce qu'on pense que vous avez les compétences pour, tu dis que tu as réussi à faire reconnaître tes compétences. Il y a une chose que je me posais comme question quand tu es en train de faire l'interview, c'est est-ce que des fois, tu n'as pas eu le sentiment de manquer de compétences en compta, que tes confrères te voient comme un informaticien plutôt que expert des fois? Si, c'est marrant ça. Au début, les informaticiens me voyaient comme un comptable et pensaient que je pipais rien en informatique. D'ailleurs, des fois aussi maintenant aujourd'hui. D'ailleurs, c'est drôle des fois de rentrer sur de la technique avec certains qui te disent mais t'es expert comptable, tu comprends pas ce que ça veut dire. Oui, ouais, on va regarder quand même 2-3 trucs ensemble en détail, mais et les comptables te disent non mais toi t'es ok en informatique, voilà, tu te débrouilles, mais tu connais pas la compta, tu connais pas les trucs. Et quand tu fais des formations à des comptables pour expliquer le logiciel comptable, le fonctionnement, et qu'on te dit non mais il y a un bug dans le logiciel parce que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça se calcule, etc. Et tu dis en fait non, il n'y a pas de bug, c'est juste que ça se calcule bien comme ça, que le calcul est juste, et tu dois démontrer le calcul d'amortissement, trucs régulièrement différés, etc. Enfin par exemple, mais tu dois démontrer. Mais en effet, le fait d'avoir ces deux compétences-là, en fait, tu as toujours l'autre qui te dit que tu es de l'autre côté, quoi. En fait, t'es jamais dans t'es jamais dans le bon côté, quoi, en fait. Donc voilà. Mais je pense que j'ai toujours fait attention à pas être, ce niveau de compétence, à pas être présomptueux, à pas. Je pense qu'il faut être humble sur ses compétences, et du coup j'hésite jamais à retourner la documentation, à vérifier un truc, et même des fois quand je suis certain à vérifier, parce que voilà, il y a vraiment je pense qu'il faut vraiment être humble sur la partie des compétences. Et ça te permet aussi d'avoir des visions transverses des fois quand tu réfléchis. Ah oui, c'est sûr qu'à un moment donné tu as vraiment aujourd'hui, ça m'aide vraiment au quotidien sur pas mal de sujets, d'avoir cette vision transverse. Ouais. Vice-président des études numériques, je pense que ça doit plutôt servir. Ah oui, pour ça, oui, parce que tu vois, à un moment donné, tu comprends, tu sais comment est la partie, comment est le back-office, tu sais que c'est possible, tu sais que c'est pas possible, tu vois les limites, tu vois les enjeux, tu dis, tiens, si on pousse un peu par là, on pourra avoir ça, donc il y a ce côté... Et au niveau de l'organisation, comment tu t'organises au niveau de l'emploi du temps entre, là on sort de la période fiscale, il va falloir commencer à préparer, si je me trompe bien, le congrès, même tu dois travailler depuis un petit moment dessus. On est déjà dessus depuis un petit moment, ouais. Comment tu fais pour faire tout ça? Parce qu'en plus ton cabinet il n'est pas parisien. Non, je suis en province, je suis allé en Champagne, à côté de Reims. Ouais. Donc il faut organiser les déplacements aussi, donc explique-nous la méthode magique, quoi. Alors, il n'y a pas de méthode magique, je suis désolé. Des fois, ça relève même de la survie en termes d'organisation d'agenda. C'est assez compliqué, mais j'ai la chance un peu partout d'avoir des équipes avec qui c'est possible. J'ai une belle équipe au cabinet. Donc, ça ne fonctionne pas tout seul. Et
Alors, l'équipe a besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de voir les clients, donc j'ai besoin d'être au cabinet. C'est vraiment quelque chose. On est 12, hein, tu sais, ça fait une petite équipe et aujourd'hui, il y a vraiment ce côté proximité, cette relation avec les clients. Donc voilà, je fais vraiment passer du temps au cabinet. Pour faire entrer tout dans l'agenda, déjà tu commences à rallonger un peu tes journées, tu rallonges tes semaines, tu prends un peu sur le week-end ou beaucoup sur le week-end. Mais d'un autre côté, tu vis des moments quand même assez formidables et tu te dis, ok, le congrès c'est sur le numérique. Quand Cécile me dit, ce serait bien que tu participes et tu dis, oui, mais en fait c'est les sujets qu'on travaille depuis 2 ans, donc, et là on peut en reparler en plus au congrès. Donc c'est une année très chargée, mais je pense que je m'éclate en fait dans tout ce que je fais. Je pense que c'est ça la méthode, c'est vraiment d'avoir de te faire plaisir dans ce que tu fais. Et du coup, voilà, un samedi matin, prendre un dossier et sortir un bilan ou faire une étude prévisionnelle pour un client. C'est quelque chose qui me plaît à faire. Donc en fait, j'ai pas l'impression de bosser, si tu veux. Enfin, c'est du boulot. Je dis pas que j'ai pas de loisirs, etc. J'ai pas qu'à un moment donné, je me dis pas, j'en ai marre des déclarations de revenus. J'aimerais bien faire un tour de moto, mais en fait, ça me plaît en fait. Mon métier me plaît. Ce qu'on fait au niveau du Conseil national, l'ambiance qu'il y a, une super équipe au sein du COMEX, sur des horizons politiques différents en fait. On a des idéologies, il y a des socles quand même, il y a des choses différentes et en fait on arrive tous à travailler ensemble et on a une superbe équipe et tous les projets avancent et on s'entraide et c'est vraiment chouette. Donc tu vois, vivre tout ça à chaque fois, tu te dis c'est top et c'est ça qui te donne l'énergie de retrouver un peu de temps dans ton agenda, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du congrès ? Pour nous, un congrès, c'est un événement de 3 jours, donc ça se prépare normalement assez vite. Je pense que c'est pas ça du tout. Je pense que ça doit se préparer 1 an avant. Quel investissement ça te demande ? Le congrès, c'est une consommation pendant 3 jours. Alors, je pense qu'après, il y a une digestion pendant quelques mois derrière, si on veut vraiment mettre en place, et on pourra en reparler par rapport à ce qui est proposé cette année, mais c'est une préparation d'1 an. C'est une grosse équipe, il y a du monde, hein. Ça mobilise l'ensemble des permanents du Conseil national, ça mobilise les équipes de CS, c'est une superbe équipe. On a aussi des renforts extérieurs avec des consultants, parce qu'en fait, au final, pendant 3 jours, tu ne vas avoir que le plus... finalement, tu as l'essence d'un an de réflexion, en fait. Parce qu'on sort pendant 1 heure, mais on y a passé énormément de temps. Tu vois, sur le titre, on a passé beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment que le titre, que tout le monde comprenne, que ça apporte en fait, ça porte les valeurs, que ça fait passer les messages. Chaque élément, tu dis pas le titre, allez, on en met un, on demande à ChatGPT. On s'est servi de ChatGPT bien entendu pour voir un peu, mais comme toute la partie créative, c'est vachement bien pour ça, ChatGPT. Donc voilà, et c'est énormément de travail en fait, c'est beaucoup de réunions. On s'est réparti le rôle, on est 4 rapporteurs, je pense que c'est important, et c'est un an de travail, quoi. C'est un an de travail pour 3 jours de consommation. Tu donnais ton avis sur, je sais pas, l'organisation intérieure, sur le choix des ateliers à tel moment ? Alors les équipes sont formidables par rapport à ça. Tu as le droit de tout dire, tu as le droit de tout demander, parce que les rapporteurs, c'est ce qu'on leur offre en fait, de pouvoir tout dire, tout demander. Après il y a des contraintes et les équipes te disent ça oui, ça non. Nous on a cette contrainte là, on a ces obligations là. Il faut les écouter parce que elles savent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et des fois tu penses que tu as l'idée du siècle, mais en fait il y a déjà quelqu'un qui lui a en toi, c'était un bide. Mais c'est normal et il faut servir de l'expérience. Voilà, donc on a vraiment une carte blanche. Quand on arrive au départ, on a vraiment une carte blanche sur la thématique. Du coup, la forme correspond s'aligne sur la thématique, sur l'organisation. Voilà, donc on peut vraiment tout faire. Mais on est aussi conseillé par les équipes, accompagné, et ça, c'est chouette, quoi. Allez, on va partir sur une question, moi, qui est importante. C'est quel conseil tu donnerais à la nouvelle génération pour pouvoir faire ce métier d'expert comptable ? Alors, moi je pense qu'il faut faire ce qui te plaît. Le métier d'expert comptable, tu peux le faire de 1001 façons en fait.
tu peux être un pro de la technique, hyper pointu, tu prends un sujet et tu es la référence française, européenne, internationale de ce sujet et tu y vas et tu t'éclates dans ce rôle technique. Et puis tu peux avoir quelqu'un qui va être différent, qui va dire non, moi ce qui me plaît c'est le côté management d'équipe. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire moi ce qui me plaît c'est la conquête client. Et en fait, il faut c'est un métier. On a 1000 métiers dans notre métier, donc pour la jeune génération, c'est vraiment de comprendre ce qui leur plaît et d'aller dans ce qui leur plaît, parce que c'est comme ça fonctionnera, c'est comme ça qu'ils arriveront à prendre du plaisir et du coup à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment d'aller sur ce qui leur plaît et de pas t'enfermer dans un carcan. C'est pas parce que tu es expert comptable que tu dois connaître tous les articles du Code général des impôts par cœur. En fait, il y a des outils pour ça. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a encore plus d'outils pour ça. Si c'est pas ton trip, c'est pas grave, tu y arriveras quand même. Donc, faut vraiment. Il y a 1001 façons de le faire. D'ailleurs, même un gars qui a commencé avec l'informatique qui finit expert comptable. Donc, tu peux vraiment y arriver. Donc, et il y en a d'autres aussi qui ont fait ça. Donc, je suis pas le seul. Donc, faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de le faire, comme ils ont envie de le faire, et qu'ils s'accrochent à ça. J'ai une question qui n'était pas prévue, qu'on a rajoutée avec Frédéric du coup. C'était que tu me donnes ta définition de c'est quoi un expert comptable, comment tu le définis et d'après toi, quelle est sa mission maintenant pour les clients ? Alors je pense que chacun aura sa définition. Parce que ma définition, elle est comment moi je veux être. Tu peux avoir une personne qui va dire qu'un expert comptable, c'est un super technicien. C'est pas ma vision à moi. Ma vision à moi de l'expert comptable, c'est l'accompagnant du dirigeant. C'est vraiment ce côté-là et dans toutes ses dimensions, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit sur la partie personnelle. Alors, sans aller faire des trucs qu'on ne sait pas faire, je peux faire un contrat de mariage, mais en tout cas parler de ces problématiques-là aussi, parler des problématiques de retraite, parler des problématiques de protection de la famille en cas de décès. C'est vraiment ce côté accompagnement. Et moi, je trouve que je réussis mon métier d'expert comptable avec mes clients quand ils n'hésitent pas à me poser une question, dès l'instant où ils ont une question, qu'ils aient le réflexe de me passer un coup de fil ou un SMS. Donc moi, la définition de l'expert comptable, c'est un accompagnant du quotidien du chef d'entreprise, vraiment. Merci pour ce côté présent. Et là, on voudrait apprendre un petit peu plus de choses sur toi, sur la partie future. C'est quoi tes projets sur l'année, même si on l'a un peu évoqué ? Alors là, sur l'année, j'ai plusieurs projets sur l'année. Donc forcément, il y a le congrès, on en a parlé, donc il y a du travail. Au niveau du rôle de vice-président chargé d'études numériques, il y a la facture électronique. On passe beaucoup de temps et moi, j'ai vraiment à cœur qu'on avance dès 2024. Donc, on fait énormément de choses au niveau du Conseil national. Et pour le coup, toute l'équipe du COMEX, la présidente, appuie et suit par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Il y a la partie data IA aussi parce que c'est quand même un moment où tu as le côté, la croisée entre mes deux métiers, mes deux compétences. Data IA en expertise comptable, c'est l'informatique et la compta. Et du coup, j'adore quoi. Donc j'ai vraiment cette partie-là où je veux travailler dessus. Et puis, je veux transformer mon cabinet. Est-ce que c'est parce que je travaille dessus pour préparer le congrès ou quoi, mais je veux vraiment faire changer mon cabinet, redéfinir mon projet, voir ça avec mes équipes, développer des nouvelles missions. Je veux sortir, on a passé une période fiscale qui était encore difficile, je trouve, et je veux arrêter un peu avec cette partie-là. Alors, tout le monde dit ça tous les ans, puis finalement on n'y arrive pas, mais j'ai vraiment envie là de changer par rapport à ça. Et donc j'ai le projet aussi de transformer le cabinet, peut-être parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est là et que j'ai aussi envie d'une étape d'après. Voilà, donc c'est ça mes projets pour l'année. Est-ce que tu sens qu'il y a une tournure là actuellement avec la partie, on n'a pas de parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle et facture électronique? Je pense que ça impacte les cabinets. Je pense que ça impacte les cabinets et on est en plein dedans et il faut vraiment y aller. Là, j'ai prévu, là, c'est la période fiscale, c'était pas forcément le moment, mais je vais former toutes les équipes sur le ChatGPT. Ouais. Il faut vraiment y aller et aussi pour qu'on découvre en fait. C'est un outil dont on n'a pas encore cerné tout le potentiel, qu'on n'utilise pas à 100%, et je veux qu'on puisse gérer cette partie-là. Donc, c'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment notre quotidien et on est vraiment dedans aujourd'hui. Ouais.
Là, on ressent l'informaticien qui a envie d'aller un peu voir Oui, comment en ça plus, se passe. non mais en plus, j'adore ça. Enfin voilà, c'est de la gourmandise presque. C'est voilà, donc ouais. Et après, Boris Sauvage, il fait quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, je ferai peut-être ce que j'avais prévu de faire là. Dans 10 ans, je serai sur ma moto, moi. Je sais pas spécialement ce que je ferai dans 10 ans. Je sais que dans 10 ans, je serai toujours dans mon cabinet parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais aussi que j'ai envie de prendre du temps, me faire plaisir. Je te parlais de moto, c'est vraiment une passion que bon, forcément, tu me dis comment tu fais dans le calendrier, tu passes un peu moins de temps sur certains plaisirs, par exemple, voilà. Mais donc il y a vraiment cette partie-là. Après, j'ai jamais eu de stratégie de plan à long terme. Je fonctionne pas comme ça. Tu me disais, t'avais voulu être expert comptable. Non, j'y suis. Je savais que je voulais bosser dans cette partie-là, mais sans être vraiment très précis. Donc voilà. Donc où je serai dans 10 ans, je sais que je serai toujours dans mon cabinet. Voilà. Donc ça c'est certain, ouais. Et tu seras toujours dans les instances un petit peu, tu voudrais ralentir ou aller plus haut, peut-être? J'ai pas de plan, j'ai pas d'interdit, j'ai pas de... C'est au projet, quoi. Ouais, c'est au projet, puis c'est aussi à un moment donné, au moment où tu te sens, tu vois, je pense que il y a un côté vraiment... il faut qu'il se passe quelque chose, en fait. J'ai besoin d'un carburant, j'ai besoin d'un côté presque, enfin, tu vois, t'as vraiment le côté, tu te dis, il y a une alchimie entre le moment présent et ce que tu as envie de faire, en fait, et tout ça, ça permet de réussir, de le faire, donc voilà, c'est aussi cette partie-là, et donc j'ai pas de stratégie. Est-ce que je serai moins dans les instances, est-ce que j'y serai plus, j'ai rien planifié en fait, donc voilà. Je te remercie. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, avant de finir l'interview, je te propose de faire un jeu. Ça s'appelle Confession intime, pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître. Donc, je te donne des questions et tu vas juste me répondre par plus ou moins. D'accord. Okay. Alors, au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Au niveau du cercle social, est-ce que tu as plus ou moins 10 amis proches? Moins. Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par jour? Moins. Est-ce que tu prends c'est plus chance, ou moins ça. de 5 Ça, c'est une chance de pas beaucoup dormir. Ça, c'est sûr. On peut faire encore plus de dossiers. Oui, ça... Non, mais en fait, tu dis par rapport au temps, mais à un moment donné, t'as aussi la chance de dire, voilà, tu sais que tu récupères vite et que du coup, tu te fais plaisir. Alors, soit tu fais autre chose ou tu te fais plaisir, mais voilà, t'es pas obligé de faire des dossiers. Tu peux faire de la moto. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est aussi ça fait partie des chances que tu peux avoir, quoi. Ouais. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines par an de congé? Moins. Mais je prends des week-ends pour aller faire de la moto. Je sais pas si ça se compte. Si, ça compte. Alors plus. Et au niveau de la retraite, est-ce que tu as prévu de la prendre plus ou moins de 65 ans? Plus. Je pense que, ouais, plus. T'as dit un mot, donc voilà. Mais en fait, c'est ce que je fais, en fait, ça me plaît, donc je me vois pas arrêter, quoi. Ce sera probablement différent, mais vu que ça te plaît, tu te dis, voilà, quand on te dit, tu bosses le week-end. Ouais, enfin, je bosse, oui, enfin, je sais pas si c'est vraiment un boulot ce que je fais, donc voilà. Donc, mais ok, donc du coup, j'ai pas prévu d'arrêter tôt. Écoute, on te remercie. Merci à toi, Florian. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.